Dans le prochain projet dont on va parler maintenant, on a formé une équipe. Donc on est 3 dans un jeu en ligne et on est vraiment 3 avatars et on joue ensemble en quelque sorte, on fait équipe, donc on fait une coopération effectivement aussi et on joue à un autre jeu dans le jeu qui est le jeu de faire un film, quoi. On va vous montrer un film de 30 minutes. C'est pas vraiment un film, c'est plutôt une suite de séquences en fait, qui ont été filmées entre février et avril 2020, donc en plein au tout début du confinement. Et donc le film, on l'a commencé il y a 3 ans. Pendant 1 an, on a écrit des dossiers. Donc les garçons, ils ont mis sur papier un petit peu ce qu'ils avaient envie de faire, leurs intentions, leurs pensées. On a réussi à avoir un peu d'argent du coup suite à ça pour commencer des expérimentations, commencer à travailler dans le jeu. Et ils ont commencé à chercher des joueuses et des joueurs qui seraient amenés à vouloir répondre à leurs questions. On a pensé au début refaire un film dans GTA V et on s'est rendu compte que ça allait être très compliqué puisqu'on ne pouvait pas avoir les droits en fait. Il faut savoir que là on joue à des jeux Enfin, on va utiliser l'image de jeux qui ne nous appartiennent évidemment pas. Elles appartiennent à des sociétés de production, Rockstar, Take-Two. Et en fait, ces gens-là, il faut payer en fait, pour obtenir les droits, pour pouvoir les exploiter après, les envoyer au cinéma ou à la télévision. Et GTA, c'était impossible. GTA ne voulait pas lâcher les droits, ne voulait pas nous donner les droits d'utilisation. Et donc on s'est dirigé, un peu à cause de ça aussi, vers des jeux plus indépendants. On a commencé à réfléchir à Rust, je ne sais pas si vous connaissez Rust, à Arma 3, et finalement on est tombé vous êtes tombé sur DayZ. Et on s'est dit que DayZ, ça correspondait bien au nouveau film qu'on voulait faire, aux nouvelles thématiques. Et on a donc tourné une première fois pendant 3 mois. Et ce que vous allez voir, c'est un petit montage de séquences issues de ce tournage-là. On va recommencer un nouveau tournage dans 1 mois maintenant. 2 ? Ouais, dans 2 semaines et demie. Dans 2 semaines et demie, pardon. Prépa. Et du coup, le montage final, il y aura des images issues de ce montage-là que vous allez voir, mais le film n'est pas encore fait, pas encore pensé. On a écrit des choses. Mais ce que vous allez voir là, c'est plutôt une présentation des personnages, une présentation de l'univers. Et en fait, on a fait ça pour montrer l'univers du jeu à des télévisions qui étaient intéressées, à Arte et à une chaîne au Canada qui s'appelle l'ONF, qui voulait un peu comprendre ce qu'on allait faire. Donc il ne faut pas le prendre comme un film, il faut le prendre comme une espèce de teaser, de présentation, qui montre un peu les grands enjeux et les personnages. Je ne sais pas si tu veux rajouter un peu. Juste en fait, le truc c'est que dans le premier film, dans Marlow Drive, on a croisé un peu des gens au hasard comme ça, dans le brassage qu'il y avait au sein du jeu lui-même. Et là, on a essayé de faire un entre-deux aussi, de chercher qui étaient les gens qui avaient des chaînes YouTube, qui diffusaient des streams de ce jeu, quelles histoires ils se racontaient, quel type de personnages on pouvait rencontrer. Puis après, le but c'était de les trouver ou de les rencontrer dans le jeu. Et une fois qu'on les a rencontrés, on a essayé d'entretenir des relations avec eux un peu plus poussées que juste salut, ça va. On les a retrouvés plusieurs fois. Et il y en a qu'on connaît maintenant depuis 2 ans du coup. Donc il y a des relations qui s'établissent et le film porte un peu plus là-dessus aussi, sur essayer de vous montrer, enfin de montrer à travers le film, qui sont ces gens en fait. Est-ce qu'on peut en apprendre un peu sur eux? Est-ce qu'on peut essayer de les voir un peu en quelque sorte à travers le jeu, quoi. Donc dans le premier film dont on vous a montré l'extrait, Marlow Drive, on avait plus centré le film sur des individualités. Et là, on avait une envie comme ça de voir s'il y avait des communautés vraiment soudées à l'intérieur du jeu et de pouvoir se dire qu'il y avait des gens qui entretenaient des relations depuis longtemps dans le jeu, qui se revoyaient et qui faisaient vraiment communauté, quoi. Du coup, on est plus allé dans cet axe-là de montrer un groupe de personnes. C'est vrai qu'il y a un truc dans le film que vous allez voir où pendant le dispositif de tournage, on est obligé de parcourir le monde. Donc c'est un monde ouvert qui est vraiment très grand. Et on peut passer, je sais pas, on met 3 heures pour faire peut-être 4 heures, 4-5 heures pour faire du bout à l'autre. Donc en fait, pour aller rejoindre quelqu'un, pour l'interviewer, il faut passer au moins 2 heures, parce qu'en plus c'est un jeu assez compliqué, pour aller retrouver la personne, pour pouvoir installer les lumières, le décor, le cadre, et pouvoir interviewer la personne. Donc c'est aussi un... C'est ce jeu, compliqué, quoi. c'est un jeu aussi, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on recrée notre jeu, c'est qu'effectivement pour aller faire l'interview, il faut marcher 2 heures, il ne faut pas mourir de froid, il faut manger, etc. Il faut jouer en fait. Est-ce que du coup les passages où vous étiez entre vous étaient scénarisés ou c'était vraiment au feeling? Tu veux dire avant le tournage ou Non, après? pendant le tournage. En fait, au début, on a une préparation de tournage et on scénarise un peu quel type de scène on veut et surtout on fait une sélection de personnages qu'on aimerait suivre, en fait, qu'on a rencontrés. On a une palette de personnages comme ça qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure du temps, soit à l'intérieur du jeu directement, un peu spontanément, soit par le biais d'internet. Enfin, je veux dire en dehors du jeu, quoi.
Et progressivement, on essaye de voir quelle scène on va pouvoir tourner avec eux et qu'est-ce que eux vont amener directement au film, quoi. Et on écrit un peu avec eux. Et après, des fois, il y a des choses qui nous apparaissent et qui n'ont pas été prévues et qui se mettent en place toutes seules, quoi. Mais l'écriture, du coup, se fait un peu en amont et un peu progressivement. Enfin, c'est un peu, hybride, quoi. C'est du documentaire, donc tu peux t'imaginer que tout se passe pas comme tu l'as prévu, quoi, forcément. Il y a toujours une partie d'interview et une partie de eux qui jouent et nous qui les filmons aussi. Toujours un peu ces deux. Et du coup, c'était vous trois qui jouez? Parce que comment vous faites les plans où vous êtes dans la campagne et un peu les timelapses et comme s'il y avait une autre personne qui vous filmait Alors généralement, quand on voit 3 personnages que nous, on monte comme si c'était nous, c'est souvent d'autres personnages et on triche un peu là-dessus. En fait, la narration fait qu'on pense que c'est nous 3 et on l'utilise comme ça. Ça nous arrive d'utiliser sur certains serveurs une caméra 3e personne. Donc après, on va en fait essayer plein de choses avec toutes les caméras. Il est possible que le jeu nous donne, en fait. On peut même demander à quelqu'un de nous filmer, un joueur, de dire comme tu sais, prends-nous en photo, là il nous filme. Mais le dispositif de base, c'est Quentin du coup qui filme, principalement avec la vision du jeu. En fait, il regarde, on capture ce que ton personnage est en train de regarder. Parfois, Guillaume, on prend des images à toi aussi. Et Ekiem va plutôt aller poser les questions, c'est lui qui va parler. C'est lui qui a le micro-cravate comme ça, là, qui va... Et je prends le son de leur voix aussi, du coup. Mais ensuite, le jeu, il offre la possibilité de, comme dans le mode de GTA, Éditeur, quoi. Ouais, en fait, il y a un mode éditeur dans le jeu qui nous permet de refaire à peu près ce qu'on veut, plus ou moins. Ouais, donc on essaye de s'en servir un peu le moins possible. En tout cas, on a une sorte de charte comme ça qu'on s'est imposée, où le but du jeu, c'est de tourner le plus possible dans le jeu et avec les joueurs. Donc après, forcément, il y a 2-3 plans on va vouloir certains mouvements de caméra pour montrer un paysage ou le paysage de forêt au début qu'on voit en travelling comme ça assez lent. C'est des choses qu'on a refait nous dans d'autres serveurs ou dans un serveur qu'on crée nous et après on modifie un peu les choses, on peut déplacer des caméras pour certains plans comme ça, on ajuste en fait. Et par rapport au son, c'est des sons du jeu ou vous avez rajouté d'autres sons? On a réussi à prendre tous les sons de jeu, de les extraire en fait. Tu parles pas de la musique, hein? Non, oui, pas la musique, genre le bruit des arbres, le bruit des Ouais, c'est les sons du jeu. Okay. On a extrait les sons du jeu, on s'en est servi pour souligner certaines scènes, pour bruiter certaines scènes qui avaient besoin d'un peu plus d'ambiance. Sinon après, tout est en direct, c'est pris en direct, quoi. C'est pris en séparé en fait. Et comme dans tout documentaire, il y a une part de mise en scène, y compris au son, ou si un arbre qui est dans le vent, on va mettre un craquement pour augmenter ça, c'est des choses qu'on fait. Ouais. Et encore, on n'a pas poussé trop le montage son dans cette partie. Non, parce que c'était un essai, quoi. L'idée, c'était vraiment d'arriver à prendre des rushs, les monter ensemble, pas trop réfléchir à une narration, mais montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le jeu, qu'est-ce qu'ils nous racontaient d'eux-mêmes aussi. Et c'est un peu une étape intermédiaire, en fait. Après, Marc, il a travaillé du coup sur le tournage. Il est venu 2 ou 3 jours, je crois. Et il a installé un dispositif pour qu'on arrive bien à séparer les voix des joueurs, la voix d'Ekiem et les sons d'ambiance du jeu. Donc tout ça, c'était 3 pistes différentes qu'ils ont recomposées après. Ça permet un montage, un peu de liberté au montage ensuite. Et j'ai une autre question. Et comment ils réagissent les gens quand vous vous présentez en mode je vais vous interviewer, on est des caméramans comme un peu enquête spéciale, mais enquête spéciale Comme du dans coup la dans le réalité, jeu. en fait. Ouais, c'est comme dans la réalité, les mecs ils réagissent comment à première vue? Il y a des gens qui nous tuent directement. Ah ouais, Et- direct. Ouais. Il y a des gens qui nous répondent, qui ne sont pas intéressés, puis il y en a d'autres qui sont un peu fascinés et qui ont envie d'établir un truc, de nous montrer ce qu'ils font. Donc les gens qu'on voit finalement, c'est ceux qui ont été plutôt positifs directement à répondre, à dire bah ok, j'ai 2 secondes pour répondre à vos questions. Il y en a qui trouvent ça étrange, il y en a qui ne comprennent pas bien si on veut parler uniquement du jeu et qu'on est un peu genre des youtubeurs ou des gens qui allons un peu promouvoir ce jeu, ou si on fait vraiment du coup un film à nous. Et on essaye que la plupart aient compris un peu ça, que l'idée c'est qu'on passe du temps avec eux et qu'on raconte un peu leur histoire, quoi. Après, il s'est passé quelque chose aussi, c'est que ce jeu, c'est un peu un jeu un peu de niche, on va dire, où il y a une communauté assez qui se connaissent un peu, qui reviennent tout le temps. Du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, les gens commençaient à connaître notre projet en fait, sans nous connaître. Donc des fois, on pouvait croiser des gens qui disaient « Ah, mais c'est vous, ceux qui faites un film et tout ça ». Et ils s'en étaient parlé entre eux en fait. Et du coup, ça arrivait qu'il se passait des choses un peu, des surprises quoi, qui étaient assez Et intéressantes. les activités que vous avez faites là dans le film, c'est des activités que vous faites régulièrement dans ce jeu-là, que les joueurs font? La quoi, pardon? Les activités que vous avez fait là dans le film, genre. Ouais. C'est ce que font généralement les joueurs dedans? Ouais. Ouais, c'est ça. On a À essayé part la fin, ouais, encore, et encore ils le font aussi.
Mais oui, la plupart des moments d'action, c'est quand même eux qui proposent des choses. Ou alors nous, on leur dit, bah, tu veux pas refaire ce que tu as fait et on le filme, tu vois. On leur demande, mais c'est des choses qu'ils font eux. C'est-à-dire que ceux qui plantent des courgettes, ils plantent vraiment des courgettes, quoi. Ils font ça et c'est un peu leur délire. Il n'y a pas vraiment de rançon, Non, ouais, non. Les combats, c'est pareil. Ce groupe qu'on filme à ce moment-là, au tout début, eux, ils font ça tout le temps. Donc voilà, ça c'est à peu près comment on s'est installé au tournage pour cette session-là. Donc c'est 3 ordinateurs avec 8 écrans. Donc Quentin à gauche, il a des joysticks pour la caméra. Guillaume, là on voit qu'il a la carte du jeu à côté. Et il a aussi tout un support technique pendant le tournage, à savoir où on est, où est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'eau à manger, où est-ce que sont les joueurs, etc. Et moi, je suis assis à droite normalement, mais là, ça m'arrive de me lever pour être face aux personnages et discuter avec eux dans un truc où j'essaie de ne plus trop être dans le jeu et d'être plutôt face aux gens et de les écouter parler et d'essayer de les rencontrer, quoi. Enfin, on a essayé de pousser ce truc-là le plus loin possible. On a vu tous les streamers aussi qu'il y avait sur. Enfin, voilà, on sait comment ça fonctionne, etc. Et nous, on voulait essayer d'insérer un processus de tournage qui soit plus poussé en tout cas et qui soit vraiment adapté à notre façon de travailler et de tourner. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on en est venu à une technique qui est assez poussée, je dirais. Donc on arrivait à séparer les voix séparer les voix des joueurs, les ambiances, pour pouvoir les mixer ensuite. On a des enregistrements qui sont en très haute qualité, etc. Et donc voilà, c'était aussi une sorte de pari technique aussi pour pousser ça de façon encore plus réelle, quoi. Donc vraiment une équipe de tournage qui a un interlocuteur, un micro, une caméra et un régisseur, quoi. Donc il y a un régisseur qui est dans le jeu, qui doit s'occuper, parce que vu que c'est un jeu de survie, il faut trouver à manger, à boire sans arrêt. Sinon en fait tu perds ta capacité de tourner parce que tu crèves. En fait, malgré que tout ça soit hyper chelou, on a essayé de le rendre le plus sérieux possible, en fait. À se dire, bah, dans le jeu, il faut un temps de préparation, comme dans un tournage, il faut un temps de préparation. Donc si ça veut dire marcher 2 heures dans un jeu vidéo et trouver un poulet pour avoir à manger, bah, c'était devenu notre travail, quoi, à un moment donné. Donc c'est à la fois très étrange et en même temps, ça remet encore ces questions sur la table dont on parlait ce matin, qui sont à quel point c'est réel cet endroit. Puisqu'on peut y travailler, faire un film, faire un documentaire, rencontrer des gens, c'est déjà qu'il y a énormément de points d'accroche avec le réel. Ouais. Est-ce que se mettre face au personnage à un écran, ça rendait la chose plus réelle pour vous? Ou est-ce que vous imaginez un joueur ou vous voyez juste le personnage et vous posez des questions? Moi, j'avoue que ça m'est arrivé rarement de me lever, mais juste d'être debout à des moments pour parler, plutôt que toute la journée assis, ça pouvait être pas mal. Mais sinon, j'avoue que des fois, je devais fermer les yeux, quoi, et me concentrer sur ce que j'entendais et qui parle. Parce que si on est une assemblée de 10 personnes dans un jeu, c'est comme avec les masques finalement. On ne sait pas qui parle, on ne sait pas à quelle distance, et c'est assez compliqué. Donc il faut se concentrer vachement sur le son. Mais en fait, tu viens de faire une analogie avec le masque qui peut se faire plus largement. C'est que pendant le tournage, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé le tournage, on a fait la prépa tournage, et il y a eu Macron qui a fait son allocution, et du coup on est rentré en confinement pile quand nous on a démarré le tournage. Du coup on s'est retrouvés à faire le tournage pendant le confinement et à devoir en fait subir un peu ce truc comme on l'a tous subi, dans un programme un peu particulier où on allait rencontrer d'autres gens dans d'autres pays qui subissaient un peu la même chose, de ce confinement qui nous donnait un peu les cartes aussi de gens qui jouaient un peu plus. Du coup, ça c'était plutôt pas mal, mais ça mettait une ambiance vraiment particulière dans le jeu où en plus de faire la rencontre de gens à l'intérieur du jeu, on faisait la rencontre d'autres expériences de ce qui se passait dans notre actualité, quoi. Donc il y avait quelque chose comme ça d'assez intéressant. Puis il faut savoir, c'est vrai qu'on arrive dans un milieu où les gens ils sont pas là pour parler de leur vie à la base. Il y en a que ça embête de te voir, je sais pas, se livrer sur un truc, de parler par exemple de son confinement ou peu importe et tout. Mais c'est des choses qui, par exemple, par rapport au truc du confinement, au début c'était juste des petites blagues, les gens mettaient des masques justement dans le jeu parce que ça existe. Ils se blaguaient, à un moment on voit ils disent non, la distanciation sociale, tout ça, mais c'était resté un truc super en marge. Mais à un moment, ça a un peu explosé et tout le monde s'est un peu lâché en disant ouais,
Et moi, j'ai plus de boulot, l'autre. Et les gens ont commencé à parler de ça. Et ça, c'était pas du tout un truc voulu. Déjà, nous, on tournait pas dans l'objectif de parler de ça, mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport avec ce qu'on vivait maintenant, qui est que chacun est isolé sur sa plateforme Internet, que tout ce que la personne voit et ingère d'Internet, en fait, c'est aussi son monde. Et ces joueurs, ils sont un peu comme ça aussi. Chacun un peu dans son cocon. Des fois c'est un peu triste parce qu'il y en a qui sont seuls, on voit, qui disent je suis seul avec mon ordi. Puis il y en a, tu te rends compte qu'ils ont toute une vie aussi à côté, qui font des choses. Donc il y a le couple, on voit, on a appris il n'y a pas longtemps qu'ils venaient d'avoir un enfant. Donc ils ont des existences singulières et qu'on essaye de montrer à travers leur avatar, quoi. Et en même temps, c'était ce moment où pour nous c'était touchant aussi de voir des gens qui avaient un réel contact d'amitié forte dans le jeu, quoi. Il y a des gens qui nous ont dit on est meilleurs amis mais on s'est jamais rencontrés, quoi. Ouais, on a vraiment vécu le jeu pendant 3 mois et demi non-stop. En fait, souvent, c'était on démarrait à 14h pour pouvoir filmer à 18h le soir avec quelqu'un. Parce que vu qu'on avait rendez-vous à un tel endroit, il fallait qu'on ait à manger, à boire pour pouvoir filmer toute la soirée jusqu'à 3h du matin. En fait, c'était toute l'après-midi de préparation. Et des fois, ça tournait mal, quoi. Mais bon. Faut imaginer que c'est un jeu de survie hardcore où il y a des gens, ils sont là pour se flinguer. Et en même temps, tu as des serveurs plus ou moins souples avec plus ou moins de background aussi, avec des gens qui proposent du roleplay, etc., avec des communautés. Et c'est dans ces serveurs, vers ces serveurs qu'on s'est dirigé, quoi, parce qu'il y avait des gens qui prenaient le temps de parler, qui avaient envie d'interaction sociale, et c'est là qu'on a trouvé un peu nos personnages. Et tout le groupe qu'on filme là, ils se connaissent en fait. Ça fait genre 6 ans qu'ils jouent plus ou moins ensemble, qu'ils sont déjà vus, ils savent qui ils sont, quoi. Ils sont déjà vus dans le jeu, tu veux dire. Ils sont déjà vus dans le jeu, bien sûr. Vous n'avez pas peur d'un effet de dissociation entre la réalité et le virtuel dans le jeu? De dissociation? Oui, peut-être, parce qu'il y a vraiment une notion de nourriture, de devoir se nourrir, de devoir survivre, et il y a le temps aussi, dormir. Enfin... Justement, c'est pas de la dissociation dont on a peur, c'est plutôt de l'association, non? Le mélange, ouais, la fusion. C'est la fusion. Non, mais de ce... Je sais pas comment dire. Oui, ouais, je sais pas. De se perdre en fait un peu. Oui, voilà, de se perdre dans tout ça entre réalité et mais virtuel. constamment en fait. Vous pouvez imaginer en restant 3 mois à tourner dans les jeux, dans ce jeu, en plus dans un truc un peu obsédant, on en arrive à des fois dire j'ai faim et tout ça, j'ai envie je boirais bien un truc, et l'autre il te passe un verre d'eau alors que en fait tu parlais dans le jeu, ou inversement en fait. Donc c'était constamment des choses comme ça qui au bout d'un moment devenaient un peu fou, quoi. Mais on a craqué de temps en temps, hein. Enfin, tu vois, en 3 mois, c'était assez dur, mais et c'était dur pour ça, en fait, par rapport au virtuel et à la réalité qui toujours prend le pas et se mélange, en fait, s'imbrique. Et nous, en même temps, c'est ce qu'on cherchait avec le film, c'est d'aller rencontrer des gens qui allaient d'un coup imbriquer leur réel avec leur jeu. Donc, il se passait un peu la même chose pour nous que ce qu'on allait chercher pour les gens. Et il y avait un rapport comme ça qui nous mettait peut-être en compréhension par rapport à qui on s'adressait. On l'a cherché un peu, tu vois, à se perdre aussi, je pense. Parce que, comme je répète encore, mais comme on n'était pas hyper familier avec ce type de jeu, on n'arrivait pas en mode on est rodé, tu vois, on sait comment il faut jouer, on sait où il faut aller, bam bam. On n'était pas du tout dans cette optique-là, on était dans l'optique justement d'un regard neuf, genre on ne connaît pas et on va filmer. C'est ce qui nous permettait d'avoir des idées pour filmer. Il a toujours fallu qu'on garde un peu une distance à ce niveau-là, tu vois. Et en fait, on est obligé de jouer, alors qu'en fait, on n'est pas vraiment là pour ça. Donc c'est assez particulier aussi, ça demande 3 cerveaux en même temps. C'est le cerveau de se dire, bon, il faut que je subsiste dans le monde virtuel, donc il faut que je joue au jeu, donc il faut que je pense à boire et à manger dans le jeu. Et puis en même temps, il faut que je pense à ma caméra, à cadrer, il faut que je pense à poser les bonnes questions aux gens, à avoir la bonne distance, etc. Et puis en même temps, il faut que je pense à mon corps, mon vrai corps, quoi. Et c'est quelque chose qui peut être, c'est assez fatigant, ouais, aussi. Parce que si tu fais que jouer encore, tu sais pourquoi tu es là. Mais si en plus, en fait, nous on était au travail, quoi, en fait, vraiment. Et donc ça a ajouté un réel en plus aussi du fait qu'on soit au travail et qu'on dise aux autres qu'on faisait un film. Alors que certains auraient pu penser que
Tu as un joueur qui arrive et qui te dit ouais, ben, on est une équipe de documentaires, etc. On fait un film. Tu vas dire ah ouais, ok, c'est cool. Mais peut-être tu t'imagines pas qu'en fait on est, on est tous les trois dans une salle et qu'on a eu des subventions pour faire ça et que enfin ça a une réalité qui est assez. Parce qu'il y a des gens qui auraient pu s'appeler les réalisateurs, être un groupe dans le jeu, et puis que ce soit une fiction complète finalement, ou juste ils jouaient là-dessus. Nous, Comme ceux qui plantent des courgettes finalement. Ouais, on joue notre propre fiction quoi. Enfin, on n'a pas de. Ouais, et nous on dit nos vrais prénoms entre guillemets, enfin en tout cas pour moi, et on donne vraiment notre vraie identité, on essaye d'être nous-mêmes en fait dans le jeu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a certains qui revendiquent ça en disant bah, moi je suis moi-même, là je te parle, mais je pourrais être quelqu'un d'autre. Et ça c'est aussi assez fascinant de voir qu'il y a des tas de gens qui interprètent des rôles. Donc ça c'est aussi un pan du jeu qu'on a essayé de traiter, qui était le jeu de rôle. C'est-à-dire des gens qui jouent un personnage vraiment, donc plus ou moins bien d'ailleurs. Et souvent ils jouent pas très bien, c'est pas des acteurs, c'est des joueurs. Et au final, vous avez pu aller jusqu'à la fin du jeu, enfin hors des limites, non? Et justement, c'est la question, c'est qu'il n'y a pas réellement de fin. Il n'y a pas de fin. C'est ce qu'on essayait de questionner en fait. Où se trouve la fin? On espérait trouver une forme de fin, on va dire. Sauf qu'en fait, il n'y en a pas et ces textures de montagne, là, elles sont générées à l'infini, en fait. Et tu peux marcher dedans, du coup, j'imagine, indéfiniment. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce que tu meurs, mais par les bugs. C'est-à-dire qu'à la fin, il y avait des bugs où on avait de la nourriture dans le sac, mais on ne pouvait pas les prendre pour la manger. Donc, on est mort de faim, de soif, de ce qu'on veut. C'était ridicule, d'ailleurs. Mais... Bah, en fait, la fin du jeu, c'est toi qui l'as choisi, quoi, on va dire. Un peu. Pour rester. Mais peut-être que la fin du jeu, c'est aussi cette limite directement, c'est-à-dire directement quand tu mets le pied de l'autre côté et c'est plus un jeu déjà. C'est une plateforme, c'est un réseau social, mais c'est plus vraiment le jeu. On est peut-être déjà sorti dès qu'on a fait un pas, quoi. Je sais pas. C'est une proposition que. Tant de questions philosophiques. Bah, je trouve que ouais, en fait, ce que vous avez filmé, ça a vraiment une aura qui est mystique en fait, genre cette espèce de quête d'aller jusqu'au bout du jeu et tout, ça va vraiment au-delà du jeu et il y a vraiment une atmosphère étrange qui en ressort, puis avec les plans que vous avez fait avec la lumière un peu brumeuse, les personnages qui sont de dos, qui parlent un peu de leur vie et tout, je trouve que c'est vraiment une espèce d'expérience humaine qui va au-delà du jeu quoi. Et parfois même on dirait que vous êtes des espèces de documentaristes qui sont vraiment sur le terrain dans un pays en guerre ou des choses comme ça, qui suivent des opérations. Et c'est vraiment troublant de se dire que c'est virtuel, c'est dans un jeu quoi. Et, enfin moi j'imaginais pas en tout cas qu'il y avait ce genre de choses qui se passaient quoi. C'est vraiment particulier quoi. Bah ouais, mais c'est vrai que c'est des ressentis. Enfin, c'est difficile de dire ça, de faire la comparaison, mais c'est vrai que de ressentir des fois ce truc où tu rentres dans une immersion un truc compliqué quoi. Bon, un pays en guerre, ça serait compliqué de... Non, mais c'est les premiers films de Flaherty. C'est un documentariste dans les années 20, pardon, même avant ça, 15 Flaherty, je sais plus, qui va au Groenland, qui est le film d'Anouk l'Esquimau, où il met le pied la première fois, il va ramener pour la première fois des images du Groenland. Il y a ce truc d'exploration. Après, c'est un peu compliqué parce que ça va avec plein de concepts éthiques un peu... voilà. Tu vas filmer les autres, les étrangers, c'est toujours... Il y a l'idée de rapporter quelque chose et de le montrer, c'est vrai. Parce que ces images-là, elles sont partout sur le web. On peut retrouver des images similaires et tout, mais de l'organiser et d'essayer de raconter quelque chose avec un point de vue sur les gens, ce qui vivent vraiment dans cet endroit. Qu'est-ce que c'est que leur vie finalement? Et quand on voit qu'ils sont devant leur fenêtre et qu'ils nous disent bah, « j'ai froid, je suis chez moi », enfin, il y a un truc où on a accès un peu à eux, à ce qu'ils veulent bien nous donner. Et c'est une possibilité de film documentaire que de faire ça. Parce qu'en fait, il y a eu des moments où du coup les joueurs, comme vous savez sûrement, stream aussi des fois, utilisent aussi ce jeu comme objet pour créer de la vidéo, du contenu comme on dit sur YouTube. Ça les a pas dérangé qu'on filme aussi parce qu'ils se filment. Parce qu'ils se filment, donc ils ont ce rapport-là à la caméra, au fait d'enregistrer. Mais du coup, certains joueurs comme John, qui a filmé aussi un peu cette partie de la zone hors jeu, il a fait des images et il a monté une vidéo YouTube. Mais du coup, avec la même expérience que ce qu'on a fait, que vous pouvez voir, je ne sais pas si on l'avait mis en... Non, on l'a peut-être pas... Ah, on l'a mis le lien. Je ne sais pas si on se le mate, mais en tout cas, il y avait ce rapport-là où lui, les a utilisés d'une autre manière, ces images. En fait, ouais, le groupe qu'on côtoie, ils
ils nous ont filmés aussi à des moments. Et ils ont fait leur truc avec aussi. Donc là, par exemple, autour de cette expérience, il a fait, là c'est un trailer de 4 minutes et il a fait une vidéo d'1 heure, le gars, avec notre délire. Mais à sa manière. Et quand on l'a regardé, on n'y retrouvait pas forcément ce que nous on voulait raconter. Mais il a raconté quelque chose. C'était génial en fait, c'était qu'on avait pu produire quelque chose qui fait que ça donne encore d'autres films de quelqu'un d'autre. Et c'est l'effet internet aussi. Il met ma voix avec de la réverbération dessus, avec une musique, et je raconte ce que c'est notre film. Et en fait, moi je le racontais comme ça. Et pareil, il nous a attrapés, il a fait son truc. Donc c'est intéressant. Il y a des prises d'otages comme ça qui sont apparues. C'est comme si tu faisais un documentaire et qu'il y avait genre 3 ou 4 autres équipes de tournage avec toi. Qui filment aussi. Qui font des trucs différents avec le même événement, le même. Bah ouais, tu fais un film sur quelqu'un, un sujet qui te filme lui-même, toi, pour faire un autre sujet. Sauf que ça se voit pas, quoi. C'est assez. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien en fait. C'est vachement équitable, je trouve, parce qu'il y a toujours la question documentaire où tu prends une image, tu prends l'image de quelqu'un, tu vas t'en servir pour faire un film. Et souvent, les gens ils se sentent un peu lésés et dépossédés, et ça arrive beaucoup en documentaire. Et là, c'est un juste retour des choses, quoi. Bah, eux aussi, ils peuvent filmer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et tant mieux. C'est vrai que ça équilibre les choses, parce que souvent en documentaire, on a l'impression que tu vas venir voler une intimité aussi. Il y a des questions compliquées pour quelqu'un qui fait le film, en tout cas. Il se retrouve face à des questions comme ça. Et nous aussi, de montrer la vie de ces gens. Mais finalement, ils sont tellement derrière des masques aussi, et qu'ils se sentent protégés et ils peuvent nous filmer. Donc ça permet qu'il y ait un rapport de confiance aussi entre nous. Ça nous a pris du temps d'avoir leur confiance d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Pendant les 3 mois où ils filment pas pendant 3 mois, il y a 3 mois où ils vont voir les joueurs, ils se présentent, ça prend vraiment du temps en fait, mais comme dans la vraie vie finalement. Hein. Mais là ça fait 2 ans qu'on les connaît, enfin quasiment tous quoi. Donc avant vraiment qu'ils se livrent de manière assez simple et qu'ils savent pourquoi on est là et qu'on soit connus et que en fait ça a pris tellement de temps. Moi, de temps en temps, je leur envoie des messages sur des réseaux. Ça reste sur Internet. Hein. On les a jamais rencontrés, ces gens. Je leur ai même pas envoyé de mail, quoi, on va dire. Mais par contre, on est sur des réseaux, Discord ou Steam à côté, où on chatte. Juste, c'est pratique pour savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils continuent à jouer, quand est-ce qu'on va pouvoir se voir, et demander des nouvelles. Là, pour le prochain tournage, du coup, on prépare un peu le terrain en leur disant est-ce que vous êtes dispo, est-ce qu'on va pouvoir se voir, etc. Parce qu'on ne peut pas, comme à une époque, comme quand on l'a fait sur le premier film, y aller un peu comme ça et aller attraper ce qu'on peut attraper. Là, en fait, les nécessités de production et de tournage en fait, nous invitent à le plus préparer notre venue dans le virtuel, quoi. Et donc voilà, ça prend une autre tournure aussi. Oui, le tournage, c'est comme dans la vraie vie. En fait, on parle à quelqu'un, il faut qu'il nous donne l'autorisation de le filmer. Et donc, en fait, on va lui faire signer un papier, on va lui poser la question et Kiem va lui demander est-ce que tu acceptes d'être filmé. Et ça a une valeur juridique. Ça veut dire qu'il nous a donné le droit, donc on peut l'utiliser. Mais c'est quoi? C'est sa voix, c'est son avatar, ça pose des questions hyper complexes en fait. C'est-à-dire que même en droit, il y a des flous juridiques qui sont intéressants à réfléchir, même par rapport au film et au cinéma documentaire. Parce que dans un film, même documentaire, quand il y a quelqu'un qui parle ou une musique, on est toujours obligé de demander les droits alors qu'on documente. Du coup, comme on vend le film, etc. Et là, les personnages, du coup, on se demande qu'est-ce qui leur appartient finalement. Il leur reste juste leur voix encore. Et même leur corps et la manière dont ils bougent, bah, ça appartient plus au studio du jeu, quoi. Donc c'est vraiment, ils ont des identités partagées, quoi, sur tous les points, même juridiques. En fait, les droits, c'est compliqué parce que les éditeurs de jeux, si tu veux faire un truc et le mettre sur YouTube, ils te laissent faire parce que ça fait de la pub au jeu, voilà. Mais nous, on a une posture un peu différente. On n'est pas joueur, on est documentariste, donc on va produire un point de vue sur le jeu, le commenter, et ça, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça que GTA Rockstar, ils voulaient pas. Ils voulaient pas, et ils voulaient pas aussi parce qu'ils voulaient pas qu'on gagne de l'argent avec. Parce que nous, on va le vendre à Arte, à France 3, etc. On va gagner de l'argent. C'est des sommes modiques par rapport à ce qu'eux gagnent. Mais ça posait problème aussi. Donc il fallait trouver un éditeur un peu indépendant qui puisse nous accompagner, comprendre ce que le film voulait dire aussi, et bien nous écouter en fait, tout simplement. Mais c'est hyper compliqué parce qu'on tourne dans un truc qui ne nous appartient pas et c'est vrai qu'on utilise des images qu'on n'a pas fait. La question de refaire un jeu, ça aurait été intéressant, tu vois, ça aurait été notre jeu, on aurait pu filmer, faire ce qu'on veut, mais bon, c'est impossible. Et du coup, la propriété intellectuelle, c'est celle de l'éditeur et il faut qu'on arrive à le convaincre. Et donc du coup, nous, ce qu'on a cherché un peu assez rapidement à trouver
dans le jeu DZ, c'est de voir justement s'il y avait une fin à toute cette infinité de questionnements par rapport à la mise en abîme avec notre vraie vie, notre société. Et la fin de la carte, ça s'est avéré comme une possibilité de montrer où ça s'arrêtait, quoi. Et en fait, là où ça s'arrête, les relations avec les gens commencent vraiment, puisque le jeu s'évanouit à ce moment-là. Et donc quand on voit cette zone qui est tranchée, qui est coupée comme ça, on se pose aussi, on dit dans la voix off, le blanc de la carte. Je pense qu'il y a un rapport au fait que par exemple le monde entier est cartographié pour nos générations, donc la nôtre comme la vôtre. Il y a un truc de tout a été exploré, quoi. Tout a été remué, etc. Ce qui est en partie faux, mais qui est quand même dans notre imaginaire super imprégné. Il ne reste plus rien à découvrir en fait. Et dans les jeux, c'est un nouvel espace en fait aussi, où il se passe des choses et peut-être qu'il y a des choses nouvelles qui émergent. Et donc on essaye d'aborder ce truc-là poétiquement en montrant cette zone où en fait le jeu n'existe plus. C'est aussi une fin du monde dans un sens. C'est aussi une fin du monde tel qu'on le connaît et c'est quelque chose que nous on ressent fortement. C'est qu'on vit un point aujourd'hui de bascule où le monde tel qu'on connaît, en tout cas notre société, est sur le point de virer, quoi. Donc le jeu, il nous fait aussi basculer sur ces questions. C'est-à-dire des questions de... aujourd'hui, il y a aussi des survivalistes dans la vraie vie qui pensent qu'il va y avoir une apocalypse. C'est très présent dans l'imaginaire. Et au-delà de cet imaginaire de survie qu'on peut voir dans des films ou quoi, il y a aussi vraiment l'idée que tout va changer. Ouais. Je me demande, question toute bête, pourquoi ce titre du film en fait? Alors, c'est un titre provisoire du projet, mais en fait c'est resté pour l'instant, donc on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Je pense que l'idée de l'île elle est assez simple, c'est que tous les jeux sont un peu une île. On parlait tout à l'heure de l'Oasis, même dans le film de Spielberg, c'est une espèce d'île ou de planète ou d'endroit perdu en fait, d'endroit perdu au milieu de quelque chose. Donc l'île c'est pour ça. Et Knit ça veut dire tricoter, mais en fait Knit c'est le prénom d'un explorateur norvégien. On a un peu changé le nom, mais c'était un en prénom gros il y avait d'un l'inspiration de explorateur, ouais. voir un peu les explorateurs pour les pôles. Vous savez, parce que les pôles, c'est les derniers trucs qui ont été explorés où les gens ont bêtement en fait, posé un drapeau et dit ça y est, c'est rangé, quoi. Et le dernier, c'est le pôle sud, je crois, c'est ça, hein. Ouais. Et d'ailleurs, sur le truc du pôle sud, il y a un truc intéressant parce que c'est la première fois où ils ont fait des carottages dans les glaces, vous savez, de récupérer les glaces. Et c'est la première fois où on s'est rendu compte que en fait, l'homme avait un impact sur le climat. L'homme avait un réel impact. C'est dans les années... assez récent. Hein. Ouais, 1920, je crois, 1915-20. Et donc, du coup, c'est le moment où on s'est rendu compte, merde, on est en train de tout bousiller. Et ça fait déjà 100 ans. Et c'est maintenant où on s'en rend vraiment compte. Donc, ça prend quand même 100 ans. Mais c'était drôle de voir que le dernier lieu qu'on a cartographié, ça nous a fait nous rendre compte qu'on était là, en fait. Voilà. Et du coup, c'était un titre qui résumait assez bien ce qu'on voulait dire. Il y avait l'île, il y avait l'exploration, il y avait le tricotage, le maillage. Et c'est resté, et le titre c'est le plus dur en fait, on ne sait pas trop, on va attendre de voir comment le film peut-être une fois se que le transforme. film sera monté, il y aura une évidence d'un autre titre.